nouveau podcast. C'est un plaisir de vous accueillir pour un numéro supplémentaire des podcasts L'After du sport. Content pour cette semaine Behind the Game à la Sports Management School. C'est un plaisir de pouvoir reparler et discuter de l'actualité sportive avec nos invités qui sont là cette semaine et qui nous rendent visite pour cette 3e édition de Behind the Game. Pour refaire un petit peu le topo, nous nous étions projetés sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en amont, et puis après on était revenu pour la première édition de Behind the Game, et après on est ici pour cette édition sur les championnats d'Europe, en tout cas celle qui devrait corréler aux championnats d'Europe de natation qui se dérouleront du 31 juillet au 16 août prochain. Il y a plein de choses à dire. Aujourd'hui, nous allons recevoir un nouvel invité. J'ai en face de moi la chance d'avoir monsieur Olivier Peulvast. Olivier, comment ça va ? Bonjour, ça va super. Ravi d'être avec vous ce matin. Oui, on va pouvoir discuter ensemble pendant une petite heure, pendant 50 minutes, histoire de revenir déjà sur la carrière, sur la longévité, sur les actualités qu'il y a en ce moment. On avait eu la chance de partager un moment ici même à la Sports Management School, et il y avait eu des paroles qui m'avaient marqué avec une détermination, une rigueur et de belles choses qu'il va falloir en tout cas analyser ensemble, sur lesquelles nous allons revenir. Mais pour cette nouvelle édition de Behind the Game, on a poussé le curseur un peu plus loin. On a déjà enlevé le studio télé, on est passé au podcast, et surtout les étudiants prennent un peu plus de place avec des portraits de l'invité. Ce matin, Noé nous a rejoint. Noé, comment ça va ? Très bien, et vous-même ? Bien, magnifique. On est heureux de t'avoir autour de cette table. Et sans plus attendre, je te laisse la main pour le portrait d'Olivier. Merci beaucoup, Thomas. Aujourd'hui, notre invité a passé 25 ans à mettre le sport au service des plus grandes émotions collectives. De la voile à Roland-Garros, de l'UCPA au couloir du Parc des Princes, il a tout traversé, avec une conviction intacte. Le sport a quelque chose d'essentiel à dire au monde. Olivier Peulvast, bonjour et bienvenue. Bonjour. Olivier, je voudrais vous ramener à une nuit. Paris, le palais omnisport de Bercy. Nous sommes en 2003. Cette nuit-là, 10 000 personnes entrent dans la salle. Est-ce qu'elles trouvent ? Personne ne l'a encore fait. De l'escalade, du skateboard, un parcours aventure à 20 mètres de haut. Un saut pendulaire de 10 mètres, des jeux vidéo en réseau, des combats de sumo géants et de la musique. Toute la nuit. DJ Abdel, Antoine Clamaran, un saxophoniste perché dans les hauteurs de la salle, le sport et la fête mariés, pour la première fois sous un même toit. C'est le pur mix. Votre idée, votre projet, votre bébé, organisé 4 années de suite à l'UCPA. 20 ans plus tard, vous en parlez encore avec les mots de quelqu'un qui n'a jamais oublié ce que c'était d'y croire. Il y a 20 ans, c'était déjà la vision que nous défendions à l'UCPA avec une équipe inoubliable. Une équipe inoubliable, une nuit inoubliable et une conviction qui, ce soir-là, a trouvé sa forme pour la première fois. Le sport ne sert pas qu'à se confronter, il sert à rassembler. Diplômé de l'ESCP Business School en 2000, vous débutez dans le monde de la voile chez Alizea. Puis l'UCPA et ce pur mix qui restera dans les mémoires. Puis Karat Sport, 7 ans, à la direction du développement, pour convaincre des marques que le sport est un terrain fertile, un espace où les gens sont vrais, ouverts, disponibles. RMC Sport ensuite, où vous dirigez le développement du groupe MKTG, groupe Dentsu, en tant que directeur général adjoint, et chez EGG, 5 années à gravir chaque échelon. VP Communication, Chef Brand Officer, Chef Stratégie Officer, jusqu'à Global Chef Marketing Officer. 25 ans où vous avez construit, appris, transmis, chaque poste, chaque agence, chaque client. Une nouvelle façon de répondre à la même question, comment le sport peut-il vraiment toucher les gens ? Et en chemin, des reconnaissances qui racontent votre sens du détail, l'argent brand contente pour la campagne C'est vrai, développée par l'UNFP, les footballeurs professionnels français. Et le prix de l'événement du réseau ECP Alumni en 2017 pour une conférence organisée avec le directeur général de Paris 2024 sur l'héritage des Jeux. Des projets qui portent tous la même signature, du sport au service de quelque chose de plus grand que le sport lui-même. Olivier, tout au long de votre parcours, on perçoit un fil rouge, cette idée que le sport dépasse le simple cadre de la performance pour porter un message plus profond. Est-ce que cette conviction s'est construite progressivement ou est-ce qu'elle remonte à un moment précis ? Un déclic dans votre vie où votre regard sur le sport a changé?
Merci pour ce récapitulatif qui me replonge dans des souvenirs. Il y a de l'émotion qui remonte effectivement. Attaqué par le Pure Mix, qui est un souvenir incroyable effectivement. Merci d'avoir rappelé tout ça. Rendons à César. C'était une idée qui existait ou qui préexistait à l'UCPA au moment de mon arrivée. J'ai participé à l'organisation de cet événement. J'étais en tout début de carrière. J'étais tout jeune. Je devais avoir sensiblement votre âge. Et pour le coup, c'est vrai que c'est extrêmement marquant. Cette idée du sport plus grand que le sport, c'est une formule qui me parle beaucoup. Je pense qu'elle vient de très loin en réalité. Elle vient d'une éducation, elle vient d'une fibre familiale. Moi, je suis issu d'une famille d'enseignants sportifs, grands-parents, parents, frères et sœurs. Mon frère est conseiller pédagogique sport dans les Yvelines. Donc il y a un vrai truc de famille autour de ça sur ce que le sport peut effectivement apporter au-delà du terrain compétitif, comme outil de fédération, comme outil de dialogue, comme outil de pédagogie. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ça très à cœur d'arriver à intégrer cette dimension-là, encore une fois, au-delà des aspects plus traditionnels du sponsoring et du marketing sportif. Merci pour votre réponse. En janvier 2025, vous rejoignez Keneo, agence indépendante spécialisée en marketing et événementiel sportif, directeur associé, une nouvelle mission, un nouveau souffle. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent. Vous, depuis novembre 2021, en parallèle de tout le reste, vous siégez au comité stratégique de Play International, une ONG fondée autour d'une conviction simple. Le sport est une source de solutions pour les enjeux de nos sociétés. Au Burundi, au Kosovo, au Sénégal, aux Comores, des enfants qui ont grandi dans des contextes difficiles et qui, grâce à des éducateurs formés par Play International, apprennent par le jeu à communiquer, à prendre des décisions ensemble, à reconstruire la confiance en soi et dans les autres. Ce n'est plus du marketing, ce n'est plus de la stratégie de marque, c'est le sport dans son état le plus pur, celui qui existait avant les sponsors, avant les droits TV, avant les écrans. Celui qui tient ses promesses, jouer ensemble, c'est apprendre à vivre ensemble. Olivier, entre la nuit du Pure Mix à Bercy en 2003 et ses enfants du Burundi ou du Kosovo qui apprennent à vivre ensemble grâce au sport, au fond, c'est la même histoire, non ? Oui, pour moi, c'est effectivement un peu la même histoire. Alors évidemment, entre le côté très festif du Pure Mix et le côté beaucoup plus grassroots et complexe des opérations terrain de Play International, c'est la même histoire, mais elle est déclinée de manière différente. Je crois que ce qui est important dans tout ça, c'est encore une fois d'arriver à se dire que le sport est aujourd'hui un des rares territoires dans lesquels on peut arriver à se parler, à partager des émotions communes, même si on n'est pas du même pays, même si on n'est pas de la même culture, de la même obédience religieuse, etc. Parce que on a un terrain avec des règles qui permettent justement cette interaction, et qu'au-delà de ça, c'est aussi un des rares territoires sur lesquels on vit une émotion commune au même moment. J'insiste beaucoup sur ce même moment. On aura sans doute l'occasion d'y revenir ensuite, mais quand on regarde un petit peu l'évolution de la consommation média de ces 20 dernières années, globalement, aujourd'hui, il y a plus grand monde qui regarde la même chose au même moment, à part du sport. Le sport a encore cette capacité à créer cette émotion commune et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'anime dans les projets que j'essaye de mener à bien. Merci. Depuis 25 ans, Olivier Pelvas porte une certitude, que le sport, quand il est bien utilisé, quand il est pensé avec soin et avec amour, peut rassembler ce que tout le reste a séparé. Une nuit à Bercy avec 10 000 personnes, un terrain au Burundi avec 10 enfants, la même émotion, la même conviction, le même homme, Olivier Pelvas. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Behind the Game. Merci beaucoup. Bravo, félicitations, très très belle chronique. Ah là, on est revenu. Ah là, c'est un CV, en tout cas parcouru avec élégance et surtout profondeur. On est d'accord là-dessus? Ouais, on est d'accord, effectivement. Beaucoup de détails, merci beaucoup. Et maintenant, on va pouvoir justement revenir un petit peu pas à pas sur ce CV. Il y a quelque chose qui m'a marqué, et même dans la réponse que tu as pu donner et qui est flagrante. Tu as eu une famille qui t'a bercé dans cet univers du sport, mais le sport, pour moi en tout cas, soit on l'aime, soit on en est un peu indifférent. On est forcément touché par les événements, mais souvent on l'aime. On dit qu'on est passionné de sport.
quelles ont été tes premières émotions sportives? Qu'est-ce qui t'a fait justement tomber dans ce giron du sport qui a mené ensuite ta carrière dans laquelle nous allons revenir ensuite? Alors l'anecdote historique familiale, c'est qu'il paraît que j'ai fait mes premiers pas sur un terrain de foot. Okay. Mon père joue au foot. Donc vraiment, j'ai baigné dans l'univers du sport et en particulier du football dans un premier temps depuis toujours. C'était les matchs de mon père le week-end et l'ambiance qui va avec, petit terrain et de campagne et cette espèce de culture encore une fois du sport, du vrai sport du terrain quoi, si j'ose dire. Ensuite, ce qui est certain, c'est que pour le coup, moi, j'ai toujours été extrêmement touche à tout en matière de pratique sportive. Sure. J'ai fait plein de choses différentes. Je suis pas sportif de haut niveau moi-même. J'ai fait un certain nombre de choses à des bons niveaux, mais pas sportif de haut niveau. En revanche, j'ai toujours été très curieux de plein de choses et j'ai, dans ma carrière, c'est une anecdote que je raconte parfois, eu la chance de passer d'un rendez-vous le matin sur le golf national à Saint-Quentin et d'être l'après-midi avec des skateboarders pour parler d'un autre projet. Évidemment, on est sur des cultures sportives différentes. C'est deux sports que je pratique ou que j'ai pratiqué parmi beaucoup d'autres et c'est cette pluralité, cette richesse-là, moi, qui m'intéresse et qui m'excite, soyons fous, dans le monde du sport et dans sa capacité, là encore, à faire partager des choses. Le côté très éclectique, justement, des sports, touche à tout. Après, il y a forcément toujours cette question qui se pose. On arrive à l'école, on est bien, on est content, et puis tu veux devenir quoi? Pompier? Ah bah non, pilote d'avion. Ah non, je vais travailler dans le sport finalement. Quand est-ce que tu as ressenti ce déclic de se dire ok, moi finalement j'aime le sport et je vais travailler dedans. Oui, je suis pas sportif professionnel, en tout cas, j'ai pas des aptitudes de haut niveau, mais ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans le sport. Quand est-ce que tu as eu justement ce déclic? Alors ça, pour le coup, c'est très clair. C'est au lycée, en première, où auparavant, j'étais plutôt engagé dans un cursus scientifique avec cette idée d'être chercheur, des choses comme ça. Et puis, la réalité, c'est qu'en fait, en réfléchissant bien à ce qui naturellement me faisait bouger, si j'ose dire, ou m'animait, absolument. J'ai toujours eu un lien assez particulier avec les marques, un truc sur les univers de marques, sur ce qu'elles véhiculent, sur ce qu'elles racontent, ce qu'elles sont elles aussi capables de raconter au public et aux communautés qu'elles fédèrent. C'est un âge en plus où on se cherche un peu en termes d'identité. Le sport est une vraie identité, au même titre que la musique. Parfois ça se croise. Et en l'occurrence, des grandes marques comme Adidas, Nike et autres, voilà, c'est des sujets qui m'animaient sans forcément mettre beaucoup de rationnel derrière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, c'est ça, moi. C'est ça que j'ai envie de faire, de bosser dans le marketing du sport, d'aller dans les coulisses. Je serais pas sportif de haut niveau, j'ai jamais voulu l'être. En revanche, être autour de cet univers-là et arriver à voir ce qu'on peut apporter à cet environnement-là, oui, ça, carrément. Et de fil en aiguille, prépa, école de commerce, ensuite j'ai intégré le SCP qui avait la spécificité de proposer une spécialisation dans le marketing et dans le management du sport. C'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Et voilà. Et ensuite, voilà. Et ensuite la route déroulée tout à l'heure. Oui. Bien sûr, avec de la voile, du tennis, avec l'UCPA également. Comme tu dis, tu cherchais, tu voulais être touche à tout. T'aimais bien découvrir un petit peu de choses. J'ai eu la chance de discuter avec des personnes depuis le début de cette semaine, depuis le début de ces podcasts, et chacun a un peu son mode de fonctionnement. Certains vont chercher les opportunités, d'autres les attendent. Est-ce que toi, tu as justement voulu avoir une opportunité directement et toucher directement pour rentrer dans ce monde du boulot, ou est-ce que c'est les opportunités qui sont venues à toi? C'est ni tout noir ni tout blanc, il y a un peu des deux. On va dire qu'au début, effectivement, faut être prêt à se bagarrer un peu, parce que le marché, on parle d'une situation qui date d'il y a malheureusement 26 ans. C'était un marché naissant, surtout le marché des agences, donc relativement peu d'agences, relativement peu d'ouverture. Relativement pas du tout de réseau en ce qui me concernait à cette époque-là, donc ouais, là pour le coup j'ai tapé à beaucoup de portes, j'ai entrouvert une porte, une pensée émue pour Franck David qui à l'époque effectivement m'a embauché, m'a dans un premier temps pris en stage puis embauché chez Alizea. Et après les choses se font un peu différemment parce que quand on a le pied dedans, ça permet de montrer ce qu'on a un peu sous le capot, si j'ose dire, bien sûr, et de créer les opportunités d'une certaine manière, et les choses s'enchaînent plus ou moins naturellement, plus ou moins en poussant des portes ou plus ou moins
en répondant à des coups de fil. Il y a un peu de tout ça, ouais. Et l'enchaînement se fait. On revient sur ce moment où voilà, il y avait de l'émotion. Tu l'as dit tout à l'heure, de se remémorer ces choses-là. Et quand on est jeune, il y avait Noé qui était à nos côtés et tu lui as dit, j'avais à peu près ton âge. J'étais encore sortir d'études. Enfin voilà, j'étais encore jeune. Et finalement, oui, parce qu'à l'époque c'était le POPB à Bercy, mais le Palais Omnisport est à toi, ou en tout cas à toi et ton équipe, et tu peux réaliser quelque chose de sensationnel à l'intérieur. On est en 2003. Et au final, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans une carrière, déjà, pouvoir travailler dans une salle. Alors maintenant, voilà, il y a et Bercy et l'Adidas Arena et la Paris La Défense Arena. Mais à l'époque, c'était, j'allais dire, la pièce maîtresse des salles parisiennes. Bercy, quand on faisait un Bercy, c'était exceptionnel. Y travailler si jeune avec, en plus, autant d'animation et d'activité à l'intérieur. Quel est le ressenti que tu as eu? C'est un peu ma Madeleine de Proust, ce projet-là. Et encore une fois, l'étincelle initiale de ce projet revient à quelqu'un qui s'appelle Antoine Mailly, qui était le directeur marketing de l'UCPA à cette époque-là. Et en fait, ce qui nous a animés tous autour de ce projet, c'est, et conformément à l'ADN de l'UCPA, c'est un truc qui est difficile à imaginer reproduire ailleurs en réalité. D'abord pour des raisons de culture et d'autre part pour des raisons d'encadrement des activités aussi. On avait à l'époque 200 ou 250 bénévoles qui étaient tous moniteurs sur les centres UCPA qui sont montés à Paris pour encadrer. Ça, c'est un truc qui est extrêmement compliqué à remettre en place dans un autre contexte. Mais ce qui nous a animés à l'époque, c'est cette envie de se dire, en fait, le sport, c'est pas un truc isolé. La musique, c'est pas un truc isolé. Les jeux, à l'époque, on parlait pas de gaming, mais néanmoins, c'est un peu la même logique. Tout ça vit ensemble parce que la réalité, c'est vraiment un truc qui me tient très à cœur toujours aujourd'hui. J'en parle souvent avec les équipes. Notre sujet, c'est de se mettre dans les pompes des gens à qui on veut parler et pas de vouloir nous pousser absolument une verticale sport ou une verticale musique en l'occurrence ou autre. C'est d'arriver à créer ce mélange, cette dimension transverse qui va aller toucher le cœur des gens et qui va permettre de leur faire vivre une expérience complète et pas, encore une fois, pas silotée. Encore une fois, c'est le fait que le sport puisse toucher les gens. Ça a été justement cette ligne directrice pendant déjà l'UCPA. Ensuite, c'est à partir de ce moment-là que tu l'as. C'est à partir de ce moment-là, en voyant justement l'émotion des personnes qui ont pu fouler Bercy, ou est-ce que elle était arrivée d'avant et t'as pu la mettre vraiment en œuvre ce jour-là avec les émotions qui sont ressorties? Ouais, je crois que le constat de départ dans mon profil ou dans ma vie de manière générale, c'est que le sport, ça ne fait pas que se regarder. Le sport, ça se vit avant tout. Ça s'expérimente au sens très large du terme et que donc ça s'incarne dans des projets d'événementiel grand public, ça s'incarne dans un projet comme Purmix effectivement à l'époque, ça s'incarne dans des projets plus caritatifs. Mais c'est le fait d'en faire, de le vivre et de vivre les à côté du sport qui permet justement de véhiculer tout ce que le sport a apporté. Ouais. Ça montre aussi la manière et on va y revenir parce qu'après il y a eu un petit passage média aussi. Oui, absolument. Et ça, enfin, le fait que le sport se vit, oui, et en plus, comme tu le dis si bien et comme ça a été dit tout à l'heure, il se vit ensemble. C'est l'un des derniers vecteurs où tout le monde se réunit devant la télé. Quand on regarde le top 10 des programmes qui ont eu le plus de téléspectateurs dans une année, forcément, il y a rugby. Là, je crois que l'année dernière, c'était rugby, foot, finale de Roland-Garros. Ouais, le rugby a un peu fait bouger les lignes cette année. Voilà. Mais ça devait à peu près s'apparenter à ça. C'est impressionnant. On arrive du coup dans les médias. T'es passé du côté opérationnel du terrain au côté justement de la retransmission. Ouais. Est-ce que t'avais cette volonté? Est-ce que ça a été une opportunité? Comment est-ce que ça s'est fait cette entrée? Alors, j'avais cette volonté qui s'est matérialisée par une opportunité pour te répondre très concrètement. En fait, ça correspond à un moment de bascule du marché. Quand j'ai commencé dans cet univers du marketing sportif, notre métier était très orienté sur le conseil. Les marques étaient pas très staffées sur la réflexion très amont de où se positionner, comment se positionner, quel asset choisir, quel sport choisir, comment activer
évidemment, mais on a beaucoup travaillé à l'époque chez Carasport, notamment sur des phases amont, pour amener des marques dans le monde du sport. 7 ans plus tard, on a commencé à avoir un point de bascule arrivé qui était, en fait, les marques sont un peu plus équipées. Il y a des formations qui sont arrivées sur le marché, donc des gens mieux câblés sur le marketing sportif. En revanche, plus de besoins sur l'activation des partenariats et notamment toute la dimension storytelling, production de contenu. Moi, j'avais cette conviction qu'il y avait besoin de se muscler sérieusement sur ce sujet-là. Il s'avère que j'ai eu l'opportunité de rejoindre RMC Sport pour effectivement en prendre la direction du développement aux côtés de François Pesanti, pour travailler sur des nouveaux modes narratifs autour du sport, sur de la création d'émissions, sur de la création de programmes pour les antennes du groupe et pour d'autres antennes d'ailleurs aussi. On a également créé une boîte de prod interne pour faire du documentaire. Enfin, on a testé pas mal de choses différentes pour raconter le sport autrement. Pas que par de la diffusion live, là sur les antennes d'RMC, c'est du near live ou du commentaire où on revient sur évidemment tout ce qui s'est passé sur les terrains de France et de Navarre. Et d'ailleurs, mais c'était vraiment ça l'idée de départ, de se dire comment on va finalement apprendre des meilleurs. Les journalistes ont cette capacité à raconter des histoires qui pour moi est incomparable, avec une vraie méthode sur le sujet, et apporter en même temps un point de vue marketing, un point de vue business qui est pas toujours facile à concilier. Donc et on a fait ça effectivement pendant quelques années ensemble. Ouais. Tu arrives dans la période en plus faste de RMC avec des droits, avec les moyens de pouvoir réaliser des choses. Quelles sont tes premières volontés au final quand tu arrives, le fait de vouloir créer, etc. Mais si on parle d'anecdotes, je sais que les étudiants aiment bien savoir ce que les invités ont réalisé dans leur vie, mais quels sont justement tes premiers dossiers de manière alors, il y a eu plein de choses parce que effectivement, tu le disais, c'était la période fast, en tout cas très dynamique, on va dire, d'RMC Sport en particulier, avec une marque RMC qui était vraiment au cœur du réacteur du sport, partenaire d'à peu près tout ce qui existait comme événement sportif. Donc on a travaillé sur des projets vraiment extrêmement variés, ce qui m'ont emmené de la création. Alors c'est un peu extra sportif paradoxalement, mais c'est une émission qui tourne toujours, je crois. La création d'une émission autour du poker avec Daniel Riolo, la création d'un certain nombre de contenus divers et variés, de programmes courts autour de la voile pour venir insérer des visions marques dans la grille éditoriale. Moi, j'ai un très joli souvenir aussi d'intégration éditoriale autour de Romain Grosjean en Formule 1 avec le groupe Total Energy, qui s'appelait encore Total à cette époque-là. Des choses autour des RMC Sport Games aussi. Enfin, globalement, ce qui me reste de cette période-là, c'est un truc, c'est une machine à laver. Ça bouge tout le temps, avec ça des épuise. Personnalités. Oui, c'est une boîte qui est exigeante, on va dire, mais qui épuise positivement parce que c'est une machine à idées. Il y a des journalistes extra, vraiment beaucoup dont je suis resté assez proche, des consultants évidemment avec des noms que tout le monde connaît, des grandes gueules qui laissent clairement pas indifférentes et avec qui on vit forcément des émotions très fortes. Donc c'est cette espèce d'impression de très grande humanité et en même temps de très grand professionnalisme dans une période qui était avant le rachat par le groupe SFR, à la frontière c'était encore une PME mais avec un retentissement assez incroyable, comme on le voit souvent dans le sport finalement, ce décalage entre des marques hyper puissantes et l'image projetée alors qu'en fait c'est des toutes petites boîtes. Ouais, c'était pas une toute petite boîte, mais néanmoins, ce côté encore très famille dans la manière de produire les choses. Donc, très chouette souvenir. Quand je pense à RMC, il y a ce côté radio, il y avait ce côté télé, il y a ce côté, comme tu l'as dit, petit documentaire, il y a bref, il y a vraiment un arbre qui se crée avec beaucoup de branches. Quand en tout cas, déroule ta carrière, il y a un arbre qui se crée avec beaucoup de branches. Est-ce que tu ne t'es pas senti justement à la maison et en tout cas dans les codes quand tu es arrivé de RMC avec justement cette volonté de remettre le sport par tous les moyens, que ce soit la radio, la télé, le digital, parce que RMC était aussi très très digital à cette période-là. Est-ce que justement tu t'es pas senti, oui, vraiment dans les codes concrets justement de ce qui t'animait au quotidien?
Si, parce qu'effectivement, dans un groupe média, on a cette capacité à véhiculer l'émotion. Parce que c'est rare qu'un groupe média ait la radio et la télé. Oui, c'est vrai, absolument. Voilà. Alors, c'est un modèle qui se développe depuis, parce que incontestablement, le groupe a inventé quelque chose à cette époque-là. Et donc, effectivement, on avait cette capacité à toucher les gens le matin sur BFM, la journée sur la radio, puis ensuite sur les réseaux sociaux. Enfin, un vrai écosystème média avec une méthodologie très affirmée, enfin quelque chose de vraiment intéressant dans la presque dans l'industrialisation de l'information d'une certaine manière, dans la création de valeur et d'audience. Donc oui, c'était extrêmement intéressant effectivement d'avoir cette capacité à imaginer des contenus qui puissent faire vivre cette passion du sport ou des sports à tout le monde, quel que soit le canal, avec cette obsession, pour répondre un peu plus concrètement à ta question, d'adresser les différents touchpoints médias. Pardon pour les anglicismes, mais effectivement on réfléchit quand même beaucoup comme ça en matière de marketing, de se dire, là encore, je regarde mon consommateur, je regarde mon auditeur en l'occurrence, quelle est la manière d'aller cocher le plus de cases possible dans son parcours à lui, pour le parcours toucher, quotidien, pour lui faire vivre, et de manière très pragmatique pour faire en sorte qu'il reste chez nous. C'est ça l'enjeu quand on est un média. Donc oui, de ce point de vue, très intéressant. Moi, ce qui fait qu'au bout j'y suis resté un petit peu plus de 3 ans, ce qui fait qu'au bout de 3 ans, j'ai eu envie de revenir au conseil, en l'occurrence de rejoindre le groupe Dentsu. C'était cette envie de reprendre un peu de souffle, entre guillemets. Dans un média, on est tout le temps à fond sur l'actu. J'avais besoin de reprendre un peu de hauteur conseil sur de la strat pour des annonceurs. Et c'est pour ça que du coup, j'ai basculé côté Dentsu, MKTG ensuite. Ouais. Il y a eu cet enchaînement avant qu'on arrive justement sur cet enchaînement de conseils, de cette nouvelle vie, puisque tu y es au final encore dans ce côté conseil, mais tu as travaillé dans le monde des médias. Oui. On est regardé et écouté par les étudiants en ce moment, et certains sont en tout cas dans un master média, d'autres consomment énormément de sport à la télévision. Tu es un passionné de sport également. Tu as travaillé dans le milieu. Quelle est ta vision justement sur le changement et les changements qui ont été opérés sur les 10 dernières années dans ce côté média? Maintenant, toi qui étais dedans et qui maintenant le consomme de l'extérieur. Pour moi, je dirais que l'enseignement principal, c'est l'atomisation média. Aujourd'hui, il y a d'un côté cette atomisation avec plein de sources d'informations, que ce soit les grands médias traditionnels entre guillemets ou tous les producteurs de contenu qui font pour certains du boulot très sérieux, d'autres parfois un peu moins, mais quand même globalement il y a une multiplication des sources d'informations qui est à la fois géniale et en même temps parfois un peu vertigineuse, on va dire. Et de l'autre côté, toutes les problématiques autour des droits médias, évidemment. Avec, si on regarde notamment le football, cette inflation des droits médias qui finit par la situation qu'on connaît tous aujourd'hui. Qui n'est basée sur rien, on le rappelle. C'est-à-dire non, mais les droits médias sont basés simplement sur rien, en tout cas sur une spéculation du monde du foot. Il n'y a aucun droit de tant vaut tant, donc la Ligue 1 vaut tant. Non, on estime que la Ligue 1 vaut tant, il faut mettre tant. Si vous mettez moins, absolument, mais que vous êtes le plus offrant, vous l'aurez. Oui, t'as tout à fait raison, c'est un point important, et c'est un point qui est d'autant plus important dans la logique inflationniste, dans la stratégie de conquête des médias en question. C'est-à-dire que le football est un produit d'appel. Donc parfois certains ont été prêts à le surpayer pour faire venir de l'audience et faire consommer d'autres types de contenus. C'était clairement la stratégie de Canal à une époque. Bien sûr. Ça a été la stratégie de beaucoup d'autres ensuite. Mais cette bulle a ses limites, on l'a vu, et finalement aujourd'hui, même si la situation est complexe et pas forcément celle que la Ligue aurait souhaité initialement, l'un dans l'autre, ça fait revenir à des bases qui sont peut-être plus saines à long terme, de raccrocher la réalité du montant des droits à une réalité de modèle économique. Donc c'est sûr qu'à court terme, ça change pas mal de choses pour les clubs et pour tout l'écosystème football. À long terme, on peut espérer que ça amène quelque chose de plus stable. À ce niveau-là, on verra. On y est si pas. La stabilité revient, on verra. Mais on
n'y est pas. Passons désormais justement à cet enchaînement au final qui t'a mené à Kenéo en partant de Dentsu, avec justement ce retour au conseil, au marketing, avec cette volonté justement de repartir dans le système un petit peu plus entrepreneurial, dans le système de création, le fait de lâcher les médias. T'en avais eu assez des médias, t'avais envie de revenir aux sources, c'est ce que tu viens de dire, de décompresser. Qu'est-ce qui te manquait justement dans ce milieu, dans ces différents métiers? Alors, peut-être juste pour rétablir un tout petit peu le propos, on n'en a jamais assez des médias, parce que la réalité, c'est que de toute manière, ils font complètement partie de notre écosystème, quelle que soit la position. Il s'avère que moi, j'avais cette envie de reprendre un peu de temps, si j'ose dire, parce qu'en agence, les rythmes sont de toute manière très intenses aussi, mais en tout cas de reprendre un peu plus de hauteur sur la strate des annonceurs dans le monde du sport, et sur la strate d'un certain nombre d'ayants droit aussi, puisque déjà à l'époque, chez Dentsu, on travaillait aussi pour pas mal de ligues et de fédérations, et de les accompagner sur des choses qui se voient moins, pas forcément sur la compétition à proprement parler et sur les résultats du week-end, mais sur, encore une fois, des stratégies plus long terme. Depuis que tu as repris ce vecteur d'activité, cette ligne directrice, à quoi ressemble, alors c'est vaste puisque tu vas me dire qu'elle ne se ressemble que très peu, mais à quoi ressemble une journée type? À quoi ressemble tes journées dans justement le suivi des clients, le suivi des activations, le suivi justement de ces événements qui peuvent justement être régis au quotidien? En réalité, c'est ce qui m'a toujours beaucoup plu dans le rythme de l'agence, c'est qu'il n'y a pas de quotidien. Voilà. Il y en a pas. Clairement, d'un jour à l'autre, les choses peuvent changer. Alors évidemment, en fonction des clients, des dossiers au long cours, il y a des choses un peu récurrentes, des rendez-vous clients, des points, des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que du jour au lendemain, il peut y avoir un nouveau dossier, une nouvelle opportunité, une nouvelle discussion, une prod à aller suivre. Enfin, c'est extrêmement riche, extrêmement varié. Et en plus de ça, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, ça va passer du golf au foot, en passant par le rugby, le handball, les sports de glisse, etc. Donc on passe notre temps à sauter d'un sujet à l'autre. Moi, j'ai toujours adoré cette gymnastique intellectuelle. Faut être parfois un peu masochiste, mais la réalité, c'est que moi je trouve ça très enrichissant, ça oblige à rester curieux, à rester à l'affût des tendances, et parce que sinon on perd très vite le fil de ce qu'on raconte aux clients, et là c'est la cata, quoi. Forcément. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été décernés très tôt à la France. Est-ce que justement le fait de retourner en agence a été drivé par ce choix et par l'approche des Jeux qui allaient arriver à Paris, avec ce côté agence où tu savais, où tu te doutais que tu aurais un peu mainmise, un peu en tout cas la possibilité d'agir sur ces Jeux? Alors, pour être complètement honnête, pas vraiment. Ok. J'ai pas réfléchi de cette manière-là. Il s'avère qu'après, effectivement, l'actualité a fait que dans un groupe, encore une fois, que ce soit chez Dentsu, qui est au travers de Dentsu Sport, le plus gros vendeur de droits au niveau international, même on le sait un peu moins en France parce que c'est une boîte qui est très très puissante en Asie et un peu moins dans le reste du monde, mais néanmoins c'est un très gros faiseur. Donc, par la force des choses, tout de suite, on s'est intéressé de très près au sujet. Mais on était encore très tôt dans le processus, j'ai envie de dire. Alors déjà, à cette époque, le groupe Dentsu a choisi de racheter Kenéo en 2017, si je dis pas de bêtises. Dans cet esprit de raccrocher justement les wagons, Kenéo était extrêmement présent sur l'organisation des Jeux de Paris, sur la candidature et sur les phases d'amorce. Donc il y avait cette idée-là. Pour autant, j'ai quitté MKTG et Dentsu pour rejoindre le groupe Egg, qui lui n'était absolument pas présent dans le sport à cette époque-là, et chez qui on a monté progressivement une verticale sport, mais qui était une petite verticale. Le cœur de métier de Egg, c'est l'événementiel corporate. Donc je peux pas vraiment dire, d'entreprise. Pas vraiment dire que le projet de professionnel de ces années-là a été drivé par les Jeux Olympiques et Paralympiques. Néanmoins, effectivement, au bout d'un moment, on se fait rattraper par le sujet, quoi. Ça arrive, mais pas drivé, mais même dans une société
en tout cas avec du corporate de l'entreprise, tu as monté une petite verticale sport. Oui, bien sûr. Tu as été rappelé, chasser le naturel, il revient quand même un peu au galop. Évidemment, il y a un peu de ça. La passion est là et la conviction, encore une fois, que le sport a des choses à apporter. Donc on a à l'époque mis du sport là où on pouvait dans des événements d'entreprise. Et il y a plein de sujets sur lesquels c'est extrêmement pertinent de le faire. Et à l'inverse, on a aussi répondu à un certain nombre de sollicitations de marques ou d'institutions en France et à l'étranger, puisque Egg est une agence qui est présente dans 8 pays. Donc ça nous a amené à bosser avec mon équipe sur des sujets assez variés, aussi bien à Dubaï qu'à Genève, évidemment en France, mais aussi aux États-Unis ou autres. Donc, question justement très intéressante, je rebondis directement sur ce que tu dis. Tu es un passionné de sport, tu as eu beaucoup de sociétés, beaucoup de postes à responsabilité, et pourtant tu viens de nous parler de Dubaï, de Genève, de plein d'autres, parce que Dentsu c'est l'Asie. Oui. Est-ce que le voyage, parce qu'on rappelle, on est dans Behind the Game, on est à la Sports Management School, et le but est aussi de donner quelques billes aux étudiants. Est-ce que les voyages, est-ce que le fait de t'exporter, de t'expatrier, t'ont fait peur, ou est-ce que justement ça a été pour toi en tout cas le fait d'acquérir de nouvelles connaissances, une expérience supplémentaire? Alors, moi j'ai un parcours un peu ambivalent sur le sujet parce que j'ai jamais été expatrié full time. Okay. C'est-à-dire que j'ai toujours été basé en France, mais avec effectivement des missions ou des collaborations avec l'international. Lorsque j'étais chez MKTG c'est un réseau américain au départ. Donc j'ai eu la chance de bosser effectivement avec les créateurs d'MKTG à New York. Et là, ça clairement c'est le genre d'expérience qui ouvre les chakras sur une vision totalement différente culturellement. Bienvenue aux États-Unis. Exactement. Du sport, de la manière d'appréhender le spectacle sportif. J'insiste sur cette dimension de spectacle. Donc ça, c'est effectivement très très formateur. Ensuite, effectivement, chez Egg, je me suis retrouvé à piloter des équipes dans des pays qui culturellement n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Absolument fabuleux comme expérience de confronter la vision américaine avec la vision saoudienne, puisqu'on a ouvert un bureau aussi en Arabie Saoudite à cette époque-là. C'est des pays qui partent tellement pas du même endroit en termes de réflexion sur le développement du sport et ce qu'on peut en faire que pour le coup ça donne des brainstorming très riches. Et oui, de ce point de vue, ça fait grandir incontestablement, à la fois en tant que consultant, en tant que manager aussi. Management interculturel, c'est un vrai sujet. Mais oui, c'est absolument génial, ça, ouais. Ça permet de justement découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, et en tout cas d'arriver avec d'autres billes quand on doit négocier avec des gens, même en France et dans ce côté d'avance. Oui, et puis c'est aussi d'autres manières d'activer l'impact du sport ou ce que le sport peut permettre de faire. Clairement, aux États-Unis, on va être très fortement sur l'entertainment, le sportainment, la scénarisation du show, la capacité à créer du business autour de tout ça. Là où à Genève, j'ai eu le bonheur d'organiser le Bol d'Or, donc le Tour du lac Léman à la voile. On est sur quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus feutré. C'est sûr que quand tu passes des États-Unis à la Suisse, c'est pas le même monde. Pour autant, sportivement, on est sur des événements vraiment de premier rang international, mais qui s'appréhendent pas de la même manière, quoi. On est vraiment obligé de tenir compte de la culture locale et de la manière à la fois dont l'organisateur, en l'occurrence la Société nautique de Genève, confie son bébé, donc faut tenir compte de ça, et en même temps des spécificités locales, à la fois des participants et du public. Comment eux vont appréhender cette discipline-là. Et là, clairement, on n'est pas dans le popcorn et le football américain, quoi. C'est complètement le Super Bowl est très loin. Super Bowl a pris ses distances avec tout à fait, on va dire ça simplement. Ce moment-là. Pour faire cette partie Behind the Game, revenons un peu sur ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je rappelle que beaucoup d'étudiants ont pu travailler dessus à la Sports Management School grâce à WETIX, avec beaucoup de missions différentes. Ça a été très éclectique avec des postes en tribune, des postes en billetterie, beaucoup de choses qui ont pu leur apporter de l'expérience. Toi,
à quoi ont ressemblé tes Jeux Olympiques de Paris 2024? Alors les Jeux Olympiques de Paris 2024, pour moi, ils ont commencé bien avant 2024. Hein, on s'en parlait il y a un instant. Effectivement, à l'époque où Kenéo nous a rejoint chez MKTG, on continuait à faire certaines missions sur le fin de candidature et puis surtout le début encore une fois des premières étapes, des reconnaissances du CIO, etc. Mais indépendamment de ça s'est surtout accéléré. Chez Egg, on avait la chance d'être l'une des agences événementielles référencées par Paris 2024. À l'époque, on était 5 agences dans ce pool et donc de pouvoir produire un certain nombre d'événements, de side events, comme on dit, autour de la montée en puissance des Jeux. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de produire le J-100 de Pékin avec le reveal de la nouvelle identité de l'équipe de France olympique et paralympique. Il y a un événement sur lequel j'ai bossé avec Thierry Reboul à l'époque. C'est un super souvenir, quoi. Bien sûr. C'est des souvenirs marquants. Et donc, monter en puissance de cette manière-là, et pendant les Jeux à proprement parler, on avait gagné la gestion du programme des supporters de l'équipe de France. Le programme Aller les Bleus, donc la mise en place de ces têtes géantes dans les tribunes que vous avez tous vues dans les retransmissions. Oui, qui a vraiment contribué à l'ambiance. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Est-ce que c'était spontané, pas spontané? Bon, la réalité, c'est que c'était quand même très préparé par les équipes de Paris 2024 avec notre soutien et du comité olympique. Et pour le coup, on a orchestré pendant plusieurs mois le fait de créer cette communauté de leaders de tribune, de faire en sorte que la mayonnaise prenne et que l'étincelle soit prête à éclater quand il rentrait en tribune et à mettre cette ambiance de feu qu'on a tous connue. Voilà. Une ambiance extraordinaire. Est-ce que tu considères que alors la réponse est tellement instinctive, mais on va rentrer dans le. Est-ce que tu considères que les gens, le peuple français, a réellement été touché par ces jeux? Ça a été tellement décrié en amont. Ça a été tellement, selon tout le monde, une réussite au milieu, et ça a malheureusement, pour le moment, été un peu décrié ensuite parce que un manque d'héritage, des personnes qui se sont plaintes de cette vague et qui n'a pas continué et qui s'est arrêtée au final début septembre 2024. Est-ce que justement le sport, les jeux ont réellement touché, puisque c'était la question qu'on s'est posée pendant ton portrait, c'est est-ce que à ton avis ça a été une réussite pleine? On avait dit pas de questions pièges. Non, je plaisante. Non, pour moi, c'est pas un carton plein, dans le sens où, oui, incontestablement, ça a touché massivement les Français. J'ai absolument aucun doute là-dessus. La réalisation de l'événement était incroyable. Je vais pas y revenir. Enfin, pour moi, c'est l'événement d'une vie, quoi. Donc, c'est vraiment un truc de dingue. Mais, effectivement, la suite est plus compliquée. Est-ce que la France est devenue un pays de sport? Vaste débat. De mon point de vue, la réponse est non. Ça nous a pas fait basculer dans autre chose. Ça a fait bouger certaines lignes. Ça a fait prendre conscience de l'impact que le sport pouvait avoir sur la société. Maintenant, la difficulté, c'est qu'un programme de transition ou de transformation sociétale, ça prend très longtemps. Que l'événement, aussi puissant soit-il, est un moment de cristallisation, un point de bascule, ce qu'on veut, mais c'est une étape du processus. Il faut que ça soit suivi, il faut que ça soit massivement suivi, et qu'il y ait des investissements qui perdurent pour arriver à transformer tout ça. Et malheureusement, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas aujourd'hui pour des raisons diverses et variées. Évidemment, le contexte économique, géopolitique aide pas forcément à ce genre de choses non plus. Mais non, de ce point de vue, il y a forcément quelques frustrations sur l'aval. Après, on a la chance d'avoir à nouveau une séquence olympique devant nous, donc la messe n'est pas dite, mais effectivement, il peut y avoir un peu de frustration. Quel changement, toi, tu as pu observer entre justement cet avant-jeu et cet après-jeu en termes de conseils et de ton point de vue agence avec les marques? Alors là, je dirais que la différence que je vois, moi, elle est pas uniquement sur le sport. Il y a une différence sur la compréhension de l'impact de l'événementiel.
L'événementiel, ça a toujours culturellement été vu comme un truc d'entertainer. On est là pour venir faire la fête, mettre de l'ambiance, etc., divertir. Et là, soudain, tout le monde s'est rendu compte que waouh, en fait, un événement, c'est beaucoup plus que ça. Que ça a là encore une capacité à fédérer, à créer des messages très puissants, à ramener une forme de fierté collective, enfin quelque chose de bien plus grand que le sport et bien plus grand même que l'événement en tant que tel. Ça, là-dessus, on sent que ça fait bouger les lignes, que la perception de l'événementiel, et pas que sportif, hein, encore une fois, a bougé. Je dirais aussi que sur le plan international, incontestablement, ça a fait bouger l'image de la France, en particulier sur le plan de l'événementiel. Sur le reste, je suis pas le mieux placé pour en parler, clairement. Mais sur l'événementiel, la marque France a un vrai rayonnement aujourd'hui. Il y a un savoir-faire. Il y a incontestablement un savoir-faire dont on est partiellement dépositaire chez Kenéo. On porte un bout de ce savoir-faire à l'international depuis des années, qui aujourd'hui a trouvé une incarnation tellement puissante avec les Jeux de Paris que on est mieux reçu à l'international qu'il y a 5 ans, quoi. Ça, effectivement, avec en plus cette pression qui a été posée sur Los Angeles, qui est arrivé et a dit ils ont quand même fait fort les Français. Bon, alors oui, nous on va arriver avec notre choix à l'américaine, etc. Mais bon, en termes de monuments, ils étaient là. En termes de cérémonie, bon, ils ont fait quelque chose qui n'a jamais été vu. Donc bon, il va falloir qu'on bosse, il va falloir qu'on travaille et qu'on s'y mette. Ouais, on a, je crois, collectivement réussi à démontrer que la French Touch, c'est pas que de la musique électronique. Exactement. Et pourtant, ça existe. Elle est bien présente et en termes de musique électronique, là, on touche. Mais bon, après, ça, c'est autre chose. Avant qu'on passe sur cette casquette Play International que tu as, qui au final est sensiblement cette envie de transmettre aux jeunes, cette envie de faire du sport, de comment dire, la possibilité pour eux d'en faire. Je me souviens de tes mots quand on avait eu la chance de faire une table ronde ensemble, et que tu parlais aux étudiants et que tu sans dire remettre les points sur les i, les barres sur les t, mais que tu avais une vision qui était très comment dire, très droite, et que moi j'apprécie des étudiants actuellement. Tu avais stipulé le fait de recevoir plein de CV et de les trier de manière où, ok, moi j'ai besoin de ça et ça. Est-ce que tu sais faire ça et ça? Non. Donc entre guillemets, je n'ai pas besoin de tes compétences. Est-ce que cette manière de transmettre, tu l'as chez Kenéo? Oui, je pense. Mais comment est-ce que justement tu perçois cette nouvelle génération qui arrive dans le monde du marketing, du management, du conseil? Elle arrive grandement et les gens, c'est la question arrive. Hein. Elle a été très longue, je m'en rends compte. Hein. Mais les gens arrivent et se disent qu'il n'y a pas de place. Est-ce que toi tu es de cet avis et comment est-ce que tu vois cette nouvelle génération? Alors, oui, non, mais voilà, la question est immense. Avec beaucoup d'aspects différents. Est-ce qu'il y a de la place? Il y a toujours de la place pour les très bons. Merci. Il y a toujours de la place. Maintenant, on va pas se mentir, le contexte actuel, il est quand même pas évident, parce que je ne vous apprendrai pas aux uns et aux autres qu'au sortir des Jeux, il y a 3000 personnes qui sont sorties du comité d'organisation globalement, donc, et pour un certain nombre avec des profils qui sont assez similaires, hein, finalement. Beaucoup de première ou de deuxième expérience, avec des postes opérationnels qui se ressemblent un peu. Donc, arriver à faire la différence suite à ça, c'est pas évident. Et sur un marché qui est en contraction, très clairement. On le savait, post-JO, on savait qu'il y aurait moins de GESI, on savait que de toute manière, il y aurait aussi moins d'activation, enfin que globalement, on allait revenir à la normale, si j'ose dire. Et donc, un marché qui est pas en capacité d'absorber autant de monde. Ceci étant dit, pour autant, il y a quand même du turnover, il y a quand même des projets, il y a ce fameux savoir-faire français qui s'exporte, donc des opportunités, il y en a toujours. Mais plus que jamais, il faut être en capacité de faire la différence, quoi. Voilà. Et de ce point de vue, alors, la nouvelle génération, alors là, tu me tends une perche pour tomber dans des discours du tout. Moi, je suis pas du tout adepte du discours de ah là là, cette génération, elle veut plus travailler. On voit de tout, en fait. On voit de tout. Pour moi, en tout cas, le vrai message de mise en garde, c'est être passionné de sport, ça suffit pas.
C'est clairement pas un garant de quoi que ce soit. Si vous êtes passionné de sport, faites du sport. Voilà, ça c'est la base. Regardez-en. Mais pour devenir un vrai professionnel du sport, ça ne suffit pas. C'est une étape qui doit venir être complétée par de la culture business, par de la culture marketing, par de la curiosité stratégique, par plein de choses qui vont faire que vous serez un élément différent des autres, tout simplement. Et puis après, il y a une histoire de personnalité, hein. Incontestablement, il y a des gens qui ont une capacité à faire passer un feeling qui donne envie de se projeter, même s'ils cochent pas absolument toutes les cases. On se dit qu'il y a des trucs à faire ensemble, quoi. Il y a du potentiel. Absolument. Cette fameuse phrase. Mais voilà, c'est ce message qui m'avait beaucoup plu lors de la table ronde et qui est important pour moi de regraver dans la tête des étudiants. Et je te remercie pour le resignifier à nouveau parce qu'il est vrai. Et en tout cas, je suis persuadé qu'il est vrai. Et c'est comme ça aussi qu'on parle vrai aux étudiants, leur disant ok, il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais il y aura de la place pour les meilleurs. À vous de vous donner les moyens. Sur la transmission, on passe désormais sur ce rôle que tu as au niveau de Play International avec cette volonté, encore une fois, de remettre le sport pour tous, d'être vecteur d'émotion et de donner la chance à tout le monde. Pourquoi être rentré dans cette association et quel est ton rôle concret à l'intérieur de celle-ci? Alors, pourquoi sur la vision un peu philosophique, tu l'as déjà évoqué, je vais pas y revenir, effectivement, l'impact du sport, voilà. C'est aussi une histoire d'amitié, très clairement. Play International, c'est le rebranding, si j'ose dire, de Sport Sans Frontières. Sport Sans Frontières, c'est une association qui a été créée sur les bancs de l'ESCP par Arnaud Moureau. Arnaud est un ami, et donc ça fait effectivement quelques années que je fais partie de ce comité stratégique. La réalité, c'est que ça fait bien plus longtemps qu'on en parle, qu'on échange, que j'aide comme je peux en fonction des besoins de la structure. Mon rôle concret, il est surtout de les aider sur des moments un peu clés de prise de décision ou de les aider à trouver justement des arguments. Le nerf de la guerre dans ce type d'organisation, c'est d'aller lever des fonds, on va pas se mentir. L'argent. Donc ça a été d'organiser pour eux des dîners de gala, ça a été effectivement d'avoir un regard sur des approches marketing ou des approches de levée de fonds pour être plus performant, quoi, tout simplement. Quelles ont été les dernières missions que tu as pu réaliser pour eux les dernières missions? Oui, alors c'est encore une fois, c'est un rôle consultatif. Oui, bien sûr. C'est pas, je suis pas engagé au quotidien dans le staff de l'association, mais on se parle régulièrement. Encore une fois, sur à la fois de la conception de programmes d'engagement sociétal de certaines entreprises qui pourraient vouloir financer des projets terrain, et il y en a de nombreux chez Play International. On est monté à bord ensemble sur des projets de création de contenu pédagogique pour certains clients institutionnels et privés. On a encore là en ce moment un projet à l'international sur la création d'un campus sportif. Enfin, c'est assez varié en réalité. Là, pour le coup, dans ce type d'organisation, il faut être très agile pour aller sentir à la fois les besoins, parce que malheureusement, ils sont nombreux dans des pays extrêmement défavorisés, mais sentir aussi les opportunités de financement. Il y a du côté du staff de Play International, ils sont très focalisés sur les grands bailleurs de fonds institutionnels, européens, internationaux, et sur une grosse collaboration avec l'AFD également. Moi, j'essaye de les aider un peu davantage sur le secteur privé. Voilà. Une belle mission qui en tout cas fait du bien dans le monde du sport et qui justement permet aussi de remettre ses convictions au centre parfois. Et oui, ça aide à donner du sens. Exactement. C'est vraiment ce mot de donner du sens. Une vie riche, avec des missions partout, dans plusieurs domaines, avec une continuité et un suivi de société qui a été réalisé. Si je reprends tes mots, tu as dit la France n'est selon moi pas un pays de sport, mais la messe n'est pas dite encore. Il reste des jeux qui vont arriver d'ici 4 ans maintenant, un tout petit peu moins, 3 ans et 9 mois. Où est-ce que tu seras dans 3 ans, dans 5 ans? Où est-ce que tu souhaites être plus précisément? On a retracé le passé, maintenant si on fait une petite vision future.
Moi, je souhaite être là où j'apporte de l'impact. Alors, c'est une réponse un peu évasive, mais aujourd'hui, j'ai rejoint Keneo justement parce que je pense que c'est une structure qui peut permettre de faire cette synthèse entre les enjeux de l'ingénierie sportive, du marketing sportif, au service de quelque chose de plus grand. On est en plein dans une certification B Corp qui est sur le point d'aboutir et qui nous a amené à formaliser une mission d'entreprise, enfin des choses qui nous engagent. On a cette volonté d'être vraiment un acteur engagé. Ça résonne, tu l'as compris, fortement avec mes convictions personnelles. Donc on va faire en sorte d'être auprès de tous les acteurs qui partagent cette vision-là. Ça sera sans doute le cas sur Alpes 2030 d'une manière ou d'une autre. Il y a encore plein de choses à inventer là-dessus. Donc ça sera sans doute le cas sur d'autres événements qui auront lieu d'ici là et qui auront lieu ensuite, en France et à l'international, puisque ce sujet de l'internationalisation est au cœur de nos préoccupations actuelles. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à agir et il n'y a plus qu'à continuer. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, de continuer à mettre le sport au cœur en tout cas de l'événement, du peuple que tu représentes et que ce soit un peu ce peuple international, puisque tu nous as parlé du fait de t'exporter et que la French Touch, comme on l'a nommé, s'exporte. Un grand merci d'être venu nous rendre visite ici à la Sports Management School. C'était encore une fois un plaisir de te recevoir. Partagé. Merci beaucoup pour l'accueil. On se reverra très vite, j'en suis sûr. En tout cas, c'était l'épisode 8 de ces podcasts L'After du sport, comptant pour Behind the Game. On va continuer, on a encore de très beaux invités à recevoir, on va enchaîner très vite. Restez connectés, suivez les réseaux sociaux, il y a plein de contenus qui sortent au fur et à mesure. C'est une très belle semaine qu'on est en train de vivre ici. Encore un grand merci, Olivier, d'être venu nous rendre visite. On se retrouve dans quelques minutes, ou si vous êtes sur les réseaux, dans quelques jours, dans quelques heures. Bref, continuez de suivre tout ça. C'est du travail qualitatif que les étudiants sont en train de vous produire. Un grand merci. Bye bye.